Donc, vous avez pris connaissance là, de ce qui est arrivé hier au monastère. Alors, comment vous recevez cette nouvelle-là, là? Ben, je la reçois avec beaucoup de tristesse. D'une part parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient, peut-être pas de cette même ampleur, mais moi-même, à au moins 2 ou 3 reprises l'été dernier, j'ai appelé la police parce que j'entendais des vandales taper sur les murs ou tenter de défoncer des portes. Et souvent, ça arrivait vers 11 heures le soir, à au moins 2 reprises, parce que, évidemment, je suis voisin en face du monastère. C'est extrêmement désolant, il va sans dire. Puis, est-ce que vous craignez qu'ils aient pu briser des choses à l'intérieur, qu'ils aient pu... Ben, écoutez, c'est un immeuble qui est déserté et l'espace est vaste. Il n'y a aucun éclairage, il n'y a pas de chauffage. Semble-t-il qu'il y a des caméras. Il n'y a pas de système de détection de mouvement. Il n'y a pas de gardiennage, surtout la nuit. Dès lors, et le système de clôture sont des clôtures amovibles. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des gens brasser la clôture, et c'est relativement facile d'accès. Alors la vraie question, compte tenu de la loi qui est appliquée, la loi sur le patrimoine culturel québécois, est-ce que toutes les mesures de gardiennage appropriées et requises sont en place pour s'assurer du maintien en bon état et de l'intégrité de l'immeuble? Et là-dessus, je fais un gros point d'interrogation. Le système ne me semble pas adéquat. En ce moment, la responsabilité, elle incombe au promoteur qui avait acheté la bâtisse? En vertu de la loi, le promoteur est le gardien de la bâtisse, oui. Le texte de loi est très clair là-dessus. Et puis, est-ce que le comité va tenter de faire des représentations, soit auprès de la ministre de la Culture ou à d'autres niveaux, pour tenter d'augmenter les mesures de protection? On en a déjà fait auprès du Conseil du patrimoine, à l'effet que, dans le cadre de nos représentations verbales du 12 juillet dernier, qu'il fallait remettre le système électrique et avoir un système de sécurité qui puisse déclencher des alarmes dès l'instant où il y a une tentative d'intrusion ou d'introduction dans le monastère ou dans les autres bâtiments annexes. Maintenant, quelles sont les négociations entre le ministère des Affaires culturelles, de la Culture et des Communications et les principaux intéressés? Ça, je l'ignore. Il faut conserver à l'esprit qu'il y a quand même un recours en cour supérieure visant à faire annuler toutes les procédures qui ont été prises par la ministre en confirmant son avis d'intention de classement. Alors, on ne sait pas où s'en est rendu ce recours-là. Est-ce qu'il y a des tractations? Est-ce qu'il y a des négociations? On l'ignore totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter pour l'instant? Ben, écoutez, je pense que pour avoir été l'un des principaux acteurs de la crise Maltreuse en 1984, 85, 86, le leadership de la ville de Berthierville, avec la paroisse Sainte-Geneviève de Berthierville, je pense entre autres à Jules Guévremont puis à Paul-Émile Lavallée, on était face à la volonté de Seagram, plus particulièrement de la famille Bronfman, de tout démolir, Melchers, et même les hangars pour éviter de payer des taxes. Et c'est là que la ville de Berthierville a pris le leadership en disant un instant, on va essayer de trouver une nouvelle vocation. Puis à l'époque, j'étais président de la Corporation de développement économique. Et on a été capable de bouger très rapidement pour faire en sorte qu'une loi privée soit adoptée et que la ville de Berthierville acquiert tous les terrains et bâtisses de Melchers, sauf ce que la famille Bronfman voulait absolument démolir, à savoir la cheminée et les cuves. Et tout ça a été acquis par l'intermédiaire d'une loi privée avec des accords fiscaux, corporatifs et tout pour $1. À l'époque, les gens disaient ça n'a pas de bon sens, la ville ne peut pas s'auto-taxer, on va perdre des taxes, ça va être épouvantable. Ben, avec le leadership de la ville, et en particulier
particulier de Jules Guévremont puis de certains leaders locaux, on était capable de réchapper à peu près 8 millions d'évaluations foncières en évitant la démolition des hangars et reconvertir le tout dans ce qu'on appelle le parc industriel Melchers. Et en ce moment, à Berthierville, on voudrait avoir une clinique médicale multifonctionnelle. Il n'y a rien de tangible qui se passe. Pourtant, ça serait le site idéal. On n'a aucune analyse sur les demandes de ressources intermédiaires. On m'informe qu'on aurait des besoins entre 50 et 70 unités de ressources intermédiaires pour la région de Berthier, comprenant Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, éventuellement Lanoret, Berthierville, Berthier-Paroisse, l'île-du-Pas, l'île Saint-Ignace. On a une immense bâtisse qui peut être reconvertie avec éventuellement des annexes pour répondre à ces besoins-là. On n'a aucune idée de la part de la ville de Berthierville de l'aide gouvernementale qui pourrait être octroyée pour rénover et mettre à niveau ce bâtiment-là. On n'a aucune idée de l'étape où en est rendue la ville de Berthierville dans le programme de Maison des aînés de Marguerite Blais, alors qu'on a un site extraordinaire qui pourrait servir à ça. Et ces investissements-là pourraient représenter des millions de dollars, tout en répondant à des besoins de gens qui sont en perte d'autonomie et qui ont des besoins médicaux. C'est une des choses un des projets ou une des alternatives dans la conversion du monastère qui pourrait être envisagée, dans une volonté aussi de compromis avec les principaux intéressés. Et ce que nous déplorons comme comité de sauvegarde, c'est cette espèce de manque de leadership, de volonté de collaborer avec Québec et avec Ottawa, comme on l'a fait pour Melchers, et on était capable de faire un petit miracle économique alors qu'on était face à un désastre. Alors je pense que s'il n'y a pas d'interlocuteur valable, à moins que je ne sois pas informé des plus récents développements, le fait d'être sous silence avec Québec et avec Ottawa, et là on parle de deux ministres québécois, le ministre de la Culture et le ministre du Tourisme, qui est député aussi du comté de Berthier, je pense qu'il faut que la ville de Berthierville nous dise c'est silence total, on ne bouge pas, on n'intervient pas, ou on essaie de trouver éventuellement une solution et la présenter à l'ensemble des citoyens, et non pas dire que tout est à démolir. Et ça, je pense que si la ministre a procédé à la classification du bâtiment, il y a eu des experts qui y sont allés, et ces experts-là ont considéré que non, tant sur le plan patrimonial, architectural, que sur le plan de la solidité de l'immeuble, la démolition n'était pas à préconiser. Alors, on est devant une espèce de vide d'information, tant du côté provincial, parce qu'il y a un recours judiciaire intenté, que du côté de la ville qui a l'air complètement passive. Et ça, je le déplore. Puis je vous donne un exemple de conversion. Les gens pourront aller sur Internet, là. On est tous tenus au confinement. Le collège de Saint-Césaire, c'est un bâtiment d'éducation d'approximativement 5 étages, beaucoup plus gros que le monastère, à Saint-Césaire, là, et on a converti ce bâtiment-là en ressources intermédiaires pour personnes semi-autonomes, pour personnes autonomes, en y adjoignant une clinique médicale multifonctionnelle ainsi qu'une pharmacie. Ça a été un immense succès de reconversion qui a accommodé la population, qui a accru les services médicaux à la population et qui a permis de créer des emplois valorisants et bien rémunérés. Alors, l'exemple de Saint-Césaire, ça se trouve sur Internet, c'est fantastique. Et nous, on a en plus l'immense avantage d'avoir beaucoup de terrain à côté du monastère visé par l'avis de classement de la ministre. Alors, c'est fantastique les possibilités que l'on a. Et ça peut générer des millions et des millions et des millions encore d'évaluations foncières taxables, en plus de créer des emplois. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il n'y a pas d'initiative et c'est extrêmement malheureux qu'on en soit rendu à toujours être là, à anticiper d'une part et à subir d'autre part des actes de vandalisme devant une espèce d'inaction que personnellement je déplore.
Dans votre parallèle que vous faites avec le dossier Melchers, vous insistez beaucoup sur le leadership de l'époque. Est-ce à dire que vous êtes déçu du leadership exercé dans ce dossier par la mairesse actuelle et le conseil actuel de Berthierville? Bien évidemment, je suis extrêmement déçu. Vous savez, non seulement on a été capable de faire un miracle économique face à un désastre, mais c'est ce qui nous a permis de faire le port de plaisance. C'est ce qui nous a permis de faire le sentier de la Sylvie, parce qu'il fallait trouver des emplois pour les travailleurs de Melchers qui avaient perdu évidemment leur tâches et leur salaire à Melchers. Alors, quand il y a du leadership, quand il y a de la volonté, quand il y a de la vision, quand il y a une volonté d'ouverture d'esprit, on est capable de faire des miracles. On est capable de se retourner et dire du désastre, on va en faire quelque chose de progressiste. Et c'est pas du tout ce que je sens du côté de la ville de Berthierville. C'est non, on a pris position puis on bouge pas. Alors l'immobilisme, c'est la pire des choses. À l'époque, avec Melchers, on en était à discuter directement avec le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, avec 2-3 ministres provinciaux, avec Robert René de Cottec qui était au fédéral, avec les gens de Seagram directement à New York. Je vois pas pourquoi on ne serait pas capable, la ville ne pourrait pas prendre au moins l'initiative d'examiner les alternatives, les possibilités de conversion, les coûts de rénovation et de mise à niveau, analyser les demandes en ressources intermédiaires, en besoin de personnes semi-autonomes, de parler à Marguerite Blais, est-ce qu'il y a moyen de faire une maison des aînés, prendre des initiatives, au moins tenter de tendre la perche et de trouver des alternatives. Et c'est le rôle d'un conseil municipal qui a de la vision. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'aller chercher de l'évaluation? Est-ce que je suis capable de créer des emplois? Est-ce que je suis capable d'améliorer le niveau des services? Est-ce que je suis capable d'en faire un parc municipal boisé? C'est ça, avoir la vision et du leadership. Et malheureusement, je ne vois, jusqu'à ce jour, à moins que je ne sois pas suffisamment ou adéquatement informé, je vois de l'immense immobilisme. Et je le déplore. Donc, pour vous, il y a moyen d'aller chercher des taxes en ayant un projet qui conserverait le monastère, écoutez, mais qui plus que... Je vous donne un exemple. Moi, ce qu'on me dit, mais évidemment, l'information que j'ai n'est pas vérifiée et validée sur le plan comptable et sur le plan public. Mais nous serions en déficit pour toute la région berthelaise, entre 50 et 70 unités de ressources intermédiaires, c'est-à-dire des unités pour les personnes qui sont vieillissantes, et compte tenu de la structure démographique de notre région, nous avons de grands besoins. Chaque unité, approximativement, de ressources intermédiaires, c'est un investissement de 100 000 $. C'est le coût. Dès lors, 70 fois 100 000, on est rendu à 7 millions de dollars en investissement. Plus la valeur du monastère qui est déjà à approximativement 2 millions, on arrive à 9 millions de dollars, juste en termes de ressources intermédiaires. Puis ce qui me choque du fait du manque de leadership, c'est que si la région de Berthierville ne va pas chercher sa quote-part de ressources intermédiaires, compte tenu de la proximité de l'ensemble des petites municipalités qui gravitent autour de Berthierville, c'est les autres qui vont aller chercher ça. Ça sera éventuellement la Velletrie, ça pourra être éventuellement Louisville, ça pourra être éventuellement Joliette. Alors, où est le leadership? Puis où sont les sites où l'on peut faire un projet de cette nature-là? Et d'ailleurs, à Joliette, il y en a un vaste projet d'une centaine d'unités de ressources intermédiaires, compte tenu qu'une communauté religieuse a décidé de donner son bâtiment, qui va nécessiter des coûts astronomiques de rénovation. Alors, si on n'est pas là pour tenter d'aller chercher ce qui nous revient, la juste part historiquement qui revient à Berthierville, je trouve ça extrêmement désolant. Où voulez-vous bâtir des ailes nouvelles, modernes, fonctionnelles, de ressources intermédiaires pour personnes en perte d'autonomie, pour personnes partiellement séniles ou pour personnes qui ont besoin d'assistance médicale, ou faire une clinique médicale multifonctionnelle, moderne, avec 5, 6, 7 médecins, des chiropraticiens,
là, j'ai été personnellement blâmé, parce que j'étais président de la Corporation de développement économique, c'était ridicule que la ville achète cet éléphant blanc-là pour $1, parce qu'on perdait à peu près, à mon souvenir, c'était une évaluation aux alentours de 25 à 30 millions Malthus, sous toute réserve. Ben écoutez, en l'espace de 12 mois, on a été capable de revendre des hangars et des entrepôts à des prix dérisoires, mais là, il y avait des industriels qui investissaient et on était capable de remonter l'évaluation, pas autant qu'à l'époque de Malthus, mais au moins la crise financière, la crise fiscale, si je puis dire, et toutes les dénonciations dont on était l'objet à l'époque, le conseil municipal et moi, ben, on s'est aperçu que c'était la meilleure des approches et d'en faire un parc industriel avec des immobilisations qui étaient accessibles. Et à l'époque, souvenez-vous, 1984-1985, on n'avait pas des taux à 1% puis 2%, on était dans le 14, 15, 16%. Alors, j'ai été habitué de voir les gens d'être pessimistes et dire non, c'est impossible, non, ça se peut pas, on ne sera jamais capable de relancer un parc industriel Malthus. Ben, c'est le contraire. On leur a fait ravaler leurs paroles. Ça s'est révélé être un miracle économique. Évidemment que j'aurais préféré que Malthus soit encore là avec de bons salaires, mais c'est l'art d'être capable de prendre une situation qui semble impossible et de transformer le tout en un possible non seulement rémunérateur, mais aussi valorisant. Alors, c'est beaucoup plus de dire, soyons-nous tous ensemble, discutons à partir des connaissances que nous avons et essayons d'être proactifs, d'être constructifs, plutôt que de déblatérer sur ceux qui tentent de sauvegarder le monastère. Ça donne strictement rien. Regardons du côté des solutions, regardons du côté de l'investissement, regardons du côté du progrès. Et c'est ce que j'ai dit et que je vous redis, mais que j'ai écrit dans le mémoire qui a été soumis au Conseil national du patrimoine culturel québécois. Bon, ben merci d'avoir pris le temps de nous parler et si vous êtes au courant de nouveaux développements dans ce dossier, n'hésitez pas à nous faire signe. Ben, je vous en prie, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup, bonne fin de journée.